Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je suis encore loin de ma famille en cure thermale et j'en profite pour rencontrer des queers d'ici. Je suis très contente de lui donner la parole car elle fait partie de celles qui sont souvent oubliées, mises de côté. Je vous propose aujourd'hui de la célébrer. Elle est une queer très fière. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Merci d'avoir fait tout le chemin jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom et tes pronoms s'il te plaît ? Alors moi mon prénom c'est Claire et mes pronoms c'est elle. Okay. Enfin mon pronom du coup c'est elle. T'es la première personne à me demander mon pronom dans le cadre du podcast. Ouais. Ok. C'est trop cool. Merci. J'essaye de prendre le réflexe. C'est trop cool. C'est pas toujours facile. Mais... Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Alors moi je suis bisexuelle. Ok. Et en ce moment je suis en grosse période de questionnement sur tout ce qui est le spectre de la sexualité. Ok. Notamment, alors ça en vrai j'avais jamais posé des mots dessus, mais je sais le côté avoir du désir uniquement pour je sais qu'il y a un nom mais je l'ai plus. Avoir du désir uniquement pour les personnes dont on est déjà proche. Je sais plus c'est quoi le terme. Les demi. Ok, voilà. Bon, ça je suis totalement en plein dedans. Et puis juste sur le spectre de la sexualité, plus globalement, il y a des choses qui me posent question, mais c'est pas facile de savoir faire la part des choses entre juste une libido basse parce qu'il y a plein de choses à faire et que le monde du travail, etc. Ou juste parce qu'on a juste pas trop envie et c'est tout, quoi. Ouais. C'est pas facile. Donc voilà. Carrément. Et oui, moi je me considère aussi comme demisexuelle. Donc j'ai besoin d'être proche pour faire du sexe. Et je sais pas si tu as écouté l'épisode d'Amélie. Pas encore peut-être. Non, pas encore. Elle en parle hyper bien. Okay. Donc je t'invite à écouter l'épisode d'Amélie. Elle a une métaphore sur des escaliers et j'adore. Ok, j'écouterai avec plaisir. Mais on n'est pas que queer. Alors comment tu te définirais en tant que personne ? Alors en tant que personne, si on fait la liste des étiquettes, alors je suis une femme cis. Ouais. Je suis blanche. Ouais. Voilà. Je suis malade chronique. Okay. J'ai une spondylarthrite. Et d'un point de vue plus personnel, je me considère comme militante. Ok. Trop bien. Enfin, trop bien. Merci de rentrer autant dans les détails. Enfin, j'adore. J'ai préparé. J'ai pris des notes. C'est bien. Parce que oui, je t'envoie les questions à l'avance, c'est important en fait. Sinon, j'aurais juste dit... j'aurais peut-être pensé à femme cis et blanche, mais sinon, j'aurais pas pensé à tout. Je crois que t'es une des seules à avoir dit blanche ou peu importe ta couleur de peau en fait. J'essaye de me documenter, un peu déconstruire sur le sujet du racisme, etc. Ouais, mais c'est hyper important de poser d'où est-ce qu'on parle aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça. Là, j'ai eu des questions récemment aussi sur le fait de pourquoi je dis grosse. Tu vois. C'est, en termes de représentation, c'est hyper important. C'est important. Et puis, tu vois, je suis invalide. Je suis malade chronique aussi. Et je trouve ça important de dire d'où on parle. C'est ça. Ouais. Et on est en ruralité ? Oui, effectivement, oui, je l'ai pas dit, mais j'habite à la campagne, un peu dans la diagonale du vide. Oui, ça marche.
Et que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées ? Alors, dans la vie, il y a 2 aspects qui sont importants au niveau du travail. Ouais. Parce qu'on vit dans un monde où le travail, c'est important, malheureusement. Je suis développeuse informatique. Ok. En télétravail à temps plein. Ok. Je remonte une fois par mois dans une ville à l'autre bout de la France pour aller voir mes collègues, mais sinon, je suis à la maison tout le temps. Ok. Et du coup, à côté, je suis assez active dans diverses associations, notamment l'association LGBTQ+ locale. Ouais. Je milite aussi, un peu moins parce que j'ai moins le temps, pour une association de lutte pour les droits des personnes handicapées. Quand j'ai le temps, j'aide pour la maintenance du site internet et la mise à jour des fiches, etc. Mais trop bien. Mais j'adore ce travail. J'ai pas beaucoup le temps, donc Ok. j'ai toujours l'impression que je devrais en faire plus, mais j'arrive pas. Au bout d'un moment, il y a juste tant d'heures dans une journée et je ne peux pas tout faire. Non mais alors, on peut. J'ai envie de rebondir sur tout ce que tu as dit. Alors attends. Vas-y. On peut pas être de tous les combats. Non, déjà, non. Point. Chacun fait sa part de petit colibri. Je suis trop contente de rencontrer quelqu'un qui bosse là-dessus. J'adore. Pour l'instant, je suis pas hyper impliquée, mais quand j'ai le temps, je donne un coup de main. Je suis sur le groupe d'Orga et puis je donne un coup de main sur notamment le site internet, le référencement des pages, etc. Génial. Donc voilà, c'est ma petite part. Parce que c'est une grosse asso, il y a du monde dedans. Ouais, en fait, elles ont fait jusqu'à maintenant, ils étaient très très peu nombreux. Ouais. Et l'an dernier, ils ont fait une grosse campagne de recrutement parce qu'il y a besoin de monde, quoi. C'est pour ça que je les suis plus, parce que j'étais en colère de ce mot. Ah ouais, de recrutement. Oui, j'ai envoyé un message là-dessus. Recrutement, c'est peut-être moi qui l'ai ajouté et c'est peut-être pas celui qu'ils ont utilisé. Hein. Oui, alors, je sais plus si je suis encore le compte, mais j'étais très en colère et j'ai envoyé un message pas sympa. Je suis désolée. Alors, j'avais envoyé un message en disant si tu as besoin elle avait fait un appel à témoignage. Donc j'ai lancé, j'ai dit si tu as besoin de témoignage, voici mon histoire vite fait. Ouais. Voilà, blablabla. Et là, j'ai répondu à la story de novembre en disant on parle ici de bénévolat et je lis entre guillemets poste à pourvoir et entre guillemets encore candidater. J'adore votre asso et votre ligne directrice, mais là je suis choquée, surtout quand on sait que handicap et emploi ne font pas bon ménage pour la plupart des personnes concernées. Et je crois que j'ai même pas de vue sur ce message. Ouais. Et pour le coup c'est un vrai sujet quoi. Non, t'as raison. J'avoue que moi j'ai pas tilté sur le coup, mais parce que je me reconnais pas trop personnellement dans le mot handicapé parce que je me considère, je suis malade chronique, c'est un fait, mais j'ai la chance, le privilège, on va dire, que ça a relativement peu d'impact sur si, ça a un impact quand même sur mon quotidien, mais pas au point que je sois en dehors du circuit classique de l'emploi, etc. Okay. Donc c'est vrai que j'ai pas nécessairement capté, mais maintenant que tu le dis, t'as raison. Poste à pourvoir en bénévolat, j'avoue que je l'ai eu un peu mauvaise. Parce que autant, on demande aux gens leur temps. Et le temps, c'est hyper précieux, tu vois. Aujourd'hui, on le valorise avec de la thune parce que c'est le système capitaliste, tu vois. Bien sûr. Mais valoriser le temps, alors que, tu vois, j'avais envoyé mon témoignage, j'étais contente de cet asso. Et au contraire, j'ai vraiment plein de bonnes choses sur cet asso. C'est nécessaire. Mais oui, même Lisa, elle est abonnée et elle disait, là, je comprends mieux certaines choses qui t'arrivent. J'avais oublié, tu vois, ce truc. Ouais, j'avais oublié cet asso et j'avais oublié ce message que j'avais envoyé. Et en fait, c'est questionnant, tu vois. Non, totalement, t'as raison. J'avais pas capté sur le coup, mais t'as raison. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que... Alors, je leur cherche pas des excuses ou quoi. Moi, j'avais jamais, avant aujourd'hui, jamais réfléchi sur ce sujet-là précis, mais il y a peut-être l'aspect aussi, justement, reconnaître que le bénévolat, c'est aussi du travail, tu vois. Oui. Et que actuellement, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, la première chose qu'on dit, c'est le travail. Et quand on parle de travail, en fait, on pense au travail salarié. Et ça, effectivement, tout ce que les gens font dans diverses associations, c'est une forme de travail. Tout ce que les personnes qui sont mères au foyer, qui sont absolument pas payées à leur juste valeur, font à la maison, c'est du travail aussi. Bien sûr. Mais qui n'est pas considéré comme tel parce qu'il n'est pas salarié. Donc, il y a aussi cet aspect de reconnaître. Mais je sais pas du tout si c'était pensé ou pas. Moi, j'avais absolument pas réfléchi à ce mot. Effectivement, ça m'avait pas questionné.
Même si effectivement maintenant que tu le dis, j'ai un peu tiqué sur le groupe d'organisation où il y avait justement, c'est arrivé qu'il y ait y a besoin d'aide sur certains trucs et que ça soit écrit poste à pourvoir, et ça m'avait fait un peu... J'avais pas mis les mots dessus, mais ça fait un peu bizarre effectivement dans le cadre associatif de voir poste à pourvoir. Et voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur le travail domestique, notamment par un parent au foyer ou un être au foyer, quoi. Par exemple le podcast, tu vois. Mais c'est du travail aussi, t'es pas payé pour. Mais... Exactement. Pour le podcast, il n'y a aucunement une question d'argent qui se passe. Donc c'est quelque chose que je fais toute seule, complètement toute seule actuellement. Il y a Lisa qui écoute les épisodes une fois qu'ils sont montés pour vérifier un petit peu la technique, on va dire. Et évidemment les invités qui valident ou pas le montage. Et quoi qu'il en soit, c'est les invités qui valident le montage à la fin. Mais je suis complètement toute seule. J'ai aucune organisation au-dessus de moi. J'ai personne en dessous de moi non plus. Et je considère ça comme mon travail. En fait, je n'ai aucun revenu dessus. Et aujourd'hui, on va dire que j'y mets l'énergie d'un mi-temps, à peu près. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et aujourd'hui, mes revenus financiers, quand j'ai commencé le podcast, c'était différent. Et aujourd'hui, là, je viens d'avoir un accord d'allocation adulte handicapé et de pension d'invalidité aussi de la Sécu. Du coup, quand tu parlais de démarches hyper prenantes sur la santé, ça m'a pris. J'ai entendu dire que la demande de l'AH, c'était la galère. Dans ma région, pour avoir la carte mobilité inclusion priorité, ne serait-ce que priorité, ça m'a pris 3 ans. Et la carte stationnement, donc une autre carte différente, ça m'a pris 4 ans. Et donc la hache, avec je sais pas combien de dossiers j'ai fait, parce que ça valait pas le coup de faire appel sur mon dossier, il fallait mieux refaire un nouveau dossier. En fait, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, et que le temps des rendez-vous avec les spécialistes, parce que j'ai eu un refus de dossier parce que mon rendez-vous de diagnostic était trop vieux. Alors que c'est ridicule. Ça se guérit pas, la fibromyalgie. C'est ça. Et on est sur un diag de 2015 ou 2016, je me rappelle plus. Et en fait, 2015, c'était trop vieux pour mon dossier. Donc j'ai dû revoir une rhumato. J'ai vu une rhumato extrêmement méchante, insupportable, malveillante. Du coup, j'ai vu une deuxième rhumato, donc j'en ai vu 3 pour valider ce diagnostic. C'était hardcore. Et c'est pour ça que ça a mis autant de temps aussi. Je comprends. Et même alors que j'utilisais déjà un fauteuil roulant qui avait été prescrit en location, etc., on m'avait refusé la carte stationnement. C'est fou, ça. C'est hallucinant. Donc, du coup, tu me décourages de demander, parce que j'ai envisagé, j'ai fait la déclaration il n'y a pas longtemps de ma spondylarthrite à 100%. Parce que j'aimerais faire des démarches pour avoir quelqu'un qui vienne vérifier mon poste de travail au boulot. Vérifier que j'aggrave pas mes douleurs par mes positions au boulot. Et du coup, je m'étais dit, peut-être que éventuellement je pourrais demander une carte de stationnement pour les jours où j'ai vraiment très mal. Je t'encourage à le faire. Mais la plupart du temps, 90% du temps, je vais très bien et je marche sans aucune aide. Donc j'ai des gros doutes que ça me soit accordé. Moi aussi, mais c'est pas 90% du temps, c'est beaucoup moins. Mais par contre, il y a des moments où ça va bien et des moments où ça va pas bien du tout. J'avais une collègue qui avait la même maladie que toi dans mon dernier emploi, tu vois. Je la voyais comme tu me vois aujourd'hui, et on dirait pas que je suis malade, quoi. Là, j'ai pas sorti mon fauteuil roulant en plus, je suis assise chez toi, ça se voit pas. Mais par contre, il va arriver peut-être que je puisse plus marcher, que je puisse plus bouger aucun membre, que je sois complètement paralysée. Bien sûr. Et en fait, c'est un gros travail que j'ai fait avec ma psy aussi, mais on est obligé de rentrer dans les cases, en fait. Donc, êtes-vous en capacité le questionnaire de certificat de santé, c'est ça, c'est êtes-vous en capacité de vous déplacer, etc., combien de mètres, voilà, exactement. Et du coup, des fois oui, des fois non, il n'y a pas cette case. Oui, et moi c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que... Exactement. Et donc du coup, en travaillant avec ma généraliste, ma psychologue, ma kiné, je me suis aussi faite accompagner par une association APF France Handicap. Pour constituer ce dossier-là, donc le dernier dossier. Et grâce à ça, il n'y a aucunement de mensonge dans ce dossier. Il y a les explications concrètes, et par exemple le périmètre de marche, on a écrit
même s'il n'y a pas la case, on a créé la case, et voilà, je peux marcher entre 0 et 100 mètres actuellement. Et c'est pour ça que je reviens sur le actuellement aussi, tu vois. C'est que ça prend tout tellement de temps. Même si j'avais fait une démarche en urgence, tu vois, et ben en fait, ça a pris 8 mois, là, mon dernier dossier. Donc, bon, bref, on s'éloigne du sujet queer, là. Complètement du sujet, mais en fait, non, je t'encourage à faire reconnaître tes droits. C'est tes droits, en fait. Et oui, si tu n'arrives pas à marcher certains jours, ou si tu as des difficultés, tu as le droit d'avoir une carte CMI stationnement ou une carte CMI priorité. Donc, c'est vrai fais valoir tes droits. Après, moi, c'est mon département qui est particulièrement à la ramasse. Ouais, je suis pas sûre que le mien soit beaucoup mieux, donc... On peut essayer, tu vois. C'est vrai. Après, encore une fois, c'est toujours le bénéfice et ce que tu en retires. Est-ce que l'énergie que tu vas mettre dans ce dossier-là, par exemple, ça va pas encore plus te fatiguer que par rapport aux résultats que tu pourrais avoir? Oui. C'est toujours pareil. Bénéfice-risque, entre guillemets. Tu vois. Oui, mais bien sûr. Après, c'est comment dire? C'est un chemin. C'est un chemin, le handicap, la maladie, tout ça, c'est un chemin. Donc, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu as envie d'aller ou pas? Ça te regarde et c'est que tu y ailles ou que tu y ailles pas, c'est ton choix. Je pense qu'il y a vraiment aussi sans doute un aspect de moi personnellement qui est l'impression, comparé à d'autres personnes qui sont malades, qui ont la spondylarthrite et qui, elles, ont des souffrances horribles en permanence et sont vraiment en état de... J'aime pas ce mot, mais invalidité bien plus grave que moi. Il y a un peu un sentiment d'illégitimité de moi. En vrai, je suis malade, mais je vais bien les 90% du temps. Et du coup, le fait de demander des trucs, ça donne un peu l'impression que je fake un handicap. Alors que dans la vie quotidienne, je me considère pas tant handicapée que ça. Je comprends. Même si, bon, en vacances, je fais pas les randos parce que je peux pas. Quand ça va pas, tu peux pas. Bah oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Quand ça va pas, tu peux pas. Et je suis désolée pour les personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent tous les jours. Moi, je souffre tous les jours. En fait, on est aussi... Il y a pire partout, tu vois. C'est ça. Il y a pire partout. Tu vois, je pensais à ça l'autre jour en train de finir mon assiette. J'en parlais avec une copine, là. En train de finir mon assiette, bah oui, il y a des enfants qui meurent de faim, tu vois. Mes parents m'ont éduqué à ça. Oui, mais moi aussi. C'est terrible. Mais en fait, c'est terrible. Ça change rien pour eux. Ça change rien pour eux. On est en train moi, j'ai été élevée dans la grossophobie, clairement. Oui. Donc, du coup, ça ne change rien de finir ton assiette par rapport à un enfant qui meurt de faim en Afrique subsaharienne, tu vois. Enfin, merde, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Non, tu es légitime à demander de faire valoir tes droits. Après, si tu te sens pas l'énergie de le faire et d'accepter que les 10% de ton temps où tu peux pas bouger, ben tu bouges pas, ben c'est une chose aussi qui est tout à fait correcte. C'est un chemin. C'est un chemin. Bref, exactement. Si on en revient à l'asso avec qui tu travailles vous faites un travail incroyable en termes de sensibilisation au handicap et aux maladies invisibles notamment et merci pour ça. Bon, J'ai l'impression de prendre un merci pour quelque chose auquel je contribue pas tant que ça, mais merci. Tu contribues. Mais que fais-tu dans la vie, en fait, c'est pour ça que cette question, elle existe comme ça. Oui, et pas formulée. Oui. C'est pour ça que ça existe comme ça. C'est que fais-tu dans la vie, comment occupes-tu tes journées, et pas quelles études tu fais, quel travail tu fais. Tu vois, typiquement, je suis contente d'avoir déjà d'une part écouter d'autres réponses à ton podcast, enfin d'autres parce que sinon il y a plein de trucs où je me suis dit en écoutant des enregistrements mais il faut trop que je parle de ça aussi auquel j'aurais pas pensé si je les avais pas écoutés, et en plus le fait que tu envoies les questions avant pour préparer, tu vois, typiquement si tu me demandes dans la vie qu'est-ce que je fais, t'as 90% de chances que j'ai juste pensé à mon travail salarié et pas au reste, quoi. Donc c'est une chouette question. Merci. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Alors, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup trop de passion pour le temps qui leur est disponible dans une seule journée. On en a parlé tout à l'heure, j'aime beaucoup le tatouage. Même si, ça c'est pas ce qui m'occupe le plus de temps dans mes journées, mais ça fait partie de mes passions. Ma passion principale, en vrai, ce serait sans doute la lecture. Si tu regardes autour de toi, il y a un peu des livres qui traînent partout. J'ai vu. Mais j'aime beaucoup... Il y a un truc qui m'a particulièrement intéressée, c'est tu as l'affiche du podcast Queer
au nom du Oui, j'avais participé au financement participatif. Ok. Et j'avais trouvé l'affiche hyper jolie. Ouais. Bon, on est en location, mais en vrai, j'ai plein de trucs à afficher que j'afficherai quand on aura une maison. On aura le droit de faire des trous dans les murs. Ok. Mais c'est la première fois que je vois une affiche de podcast accrochée, en tout cas. Et ça fait plaisir. Je la trouvais hyper chouette et c'est vraiment j'aime beaucoup ce podcast. Et en plus, cette saison-là particulièrement, j'avais trouvé vraiment importante. Et, ouais. Voilà. Donc effectivement, on touche à une autre de mes passions qui est le podcast. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup en écouter. Et depuis moins d'1 an, je participe à un très très chouette podcast qui s'appelle Choix-Pitre. Ok. Ça fait partie d'un label de podcast indépendant qui s'appelle Podcut. Ok. Et en fait, à la base, Choix-Pitre, c'est un podcast participatif où n'importe qui peut proposer une recommandation de livres. Ok. Il y a aussi le pendant watchlist pour tout l'aspect séries, dessins animés, films surtout. Et le principe, c'est que n'importe qui peut débarquer sur le Discord, donner un enregistrement pas nécessairement monté. Okay. Et après, les organisatrices font le montage. Et en fait, depuis 1 an, un peu moins si on a fait les 1 an il y a pas longtemps, depuis 1 an, elle, je vais parler au féminin parce que c'est majoritairement des femmes, organise un club de lecture où tous les mois on a un thème et chacune lit un livre sur le thème. On peut prendre des libertés, c'est pas très fermé. Il y a toujours des gens pour tricher. Et du coup, en gros, il y a un podcast de discussion autour des livres qui a lieu 1 fois par mois et j'adore participer. Mais c'est trop bien. Donc voilà, si on m'avait dit il y a 10 ans, parce que ça doit faire une dizaine d'années que j'écoute des podcasts assez quotidiennement, je pense qu'on peut le dire, qu'un jour j'enregistrerai des podcasts. Donc voilà, c'est très très chouette. Trop bien. Ah, ça fait trop plaisir à entendre. Parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me raconte ça. Moi, ça fait aussi plus de 10 ans que j'écoute des podcasts et des livres audio et tout ça. Je suis trop contente. Et j'ai appris plein de trucs. Les podcasts, j'avoue que pour moi les podcasts c'est une façon à la fois de m'amuser. J'écoute des podcasts typiquement sur la lecture ou sur un de mes podcasts préférés analyse un épisode de Doctor Who par épisode. Ça appartient aussi au label Podcut. J'aime beaucoup ce label. Mais aussi c'est une façon de nourrir mon militantisme, d'apprendre des choses. Typiquement j'écoute beaucoup des choses sur l'antiracisme par exemple, qui sont effectivement des problématiques qui moi personnellement me touchent pas, mais il y a 5 ans, j'aurais pas dit que les podcasts sur les thématiques queer me touchaient non plus. Donc... T'es cool sur quelle plateforme ? Alors, j'avoue que j'écoute sur la plateforme d'Apple, parce que j'ai un téléphone Apple. Okay. Mais voilà, j'ai pas trouvé de plateforme qui me... Enfin, c'est la plus simple, en fait, d'accès. Mais j'en écoute vraiment beaucoup. Moi, j'ai commencé sur un podcast Addict. Alors, du coup, je reste sur podcast Addict. Oui, je comprends. C'est vraiment le bon jour pour parler de 4 quarts d'heure, que tu connais peut-être ? Non, pas du tout. Est-ce que tu connaissais le média Mademoiselle ? Oui. Tu as écouté LMK ? Laisse-moi kiffer ? Non. Ok. Non. C'était un podcast de 4 personnes, en gros, qui parlaient de recommandations, en gros. Et les meilleurs des meilleurs, après Mademoiselle, se sont retrouvés et ont créé 4 quarts d'heure. C'est à peu près le même concept. Où elles parlent de recommandations culturelles, où ça peut être aussi un événement de leur vie, à base de up et de down. Et elles en discutent, elles ont 1 quart d'heure chacune, et c'est la meilleure chose. Ok, d'accord. J'irai écouter. C'est mon podcast préféré, ever. Mes intros en rime, ça vient d'Alix Martineau, en fait, qui a fait ça sur certains épisodes. D'accord. Et du coup, ça vient de là. Et je pense aussi beaucoup à Louise Petrouchka, qui est une des journalistes de Mademoiselle. Oui, de Mademoiselle, et qui est aussi DJ. En tout cas, c'est un podcast que j'adore et qui m'a fait beaucoup avancer sur plein de sujets depuis le premier épisode de Laisse-moi kiffer, saison 1, quoi, avec les différentes personnes. Et du coup, je les remercie là-dedans. Voilà. On va les mettre ici. Petite dédicace. Dédicace, 4 quarts d'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre comme podcast que tu aimes comme si tu peux sortir ta liste, s'il te plaît. Oui, je peux sortir ma liste. Je suis toujours heureuse de parler de podcasts. Chant queer. Oui, je l'ai découvert il y a pas longtemps. On en parlait avant d'enregistrer. Alors du coup, effectivement, j'aime beaucoup un podcast trans. Oui. Qui est, ils sont pas sur un rythme régulier en ce moment, mais le principe c'est
tu mets des personnes trans dans une salle métaphorique et elles discutent de ce qu'ils ont envie. Donc il peut y avoir ou pas un lien avec la transidentité et j'adore. Juste c'est hyper bonne ambiance. Ça parle de sujets parfois légers comme la passion des personnes trans pour les moyens de transport avec trans dedans, parfois très grave parce que ça parle quand même régulièrement de transphobie. Bref, j'aime vraiment beaucoup. J'en parlais tout à l'heure, Choix-Pitre, qui est un podcast de recommandations de lecture que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai comme Choix-Pitre ? En ce moment, j'ai une grosse passion sur le podcast Bienvenue à Fourchette. Je connais pas. C'est un podcast pour les fans ou ex-fans de Twilight. Ok. En gros, c'est trois amis qui se sont lancés il y a 1 an, 2 ans maintenant, je pense, dans le fait de faire un épisode de podcast par chapitre de Twilight. Ok. Donc, et là, en ce moment, j'ai été très très fan avec mes meilleurs amis quand j'étais au collège de Twilight. Maintenant, bon, j'en suis un peu revenue parce que bon, t'analyses les trucs absolument craignos dedans, genre Edward qui est un énorme harceleur, etc. Mais j'ai toujours un peu, oui, ça a très très mal vieilli. J'ai toujours un peu cette tendresse quand même par rapport à cette œuvre, malgré tout ce qu'on peut critiquer dessus. Et il y a eu un phénomène sur les réseaux sociaux dernièrement, c'était cet automne, je sais pas pourquoi. Je me demande si c'était pas les 10 ans de Twilight ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai vu plein de contenus passer sur Twilight et j'ai découvert totalement par hasard ce podcast. Et je m'éclate. Juste, c'est hyper bonne ambiance. Elles sont pareil, hyper critiques de Twilight. Trop bien. Et j'aime beaucoup. Donc c'est un peu mon podcast en fond, puisque je rattrape absolument tous les épisodes. Ok. Donc que j'aime beaucoup. Après, bon, clairement, j'adore Gouinement lundi aussi. Ah, je connais pas celui-là. Un podcast sur radio. Je sais plus si c'est Radio Campus. En gros, c'est un podcast qui passe sur une radio parisienne, il me semble. Ok. Qui passe tous les lundis de base, mais il y a des épisodes. Parfois, elles font des épisodes avec des. Autour de la musique, avec des DJ ou des compositrices. Et ouais, le principe, c'est une émission de radio, donc il y a plusieurs interventions. Ça parle d'actualité ou pas. Accès lesbianisme, du coup, j'aime. Trop je bien. trouve ça très très chouette. Voilà, je pense qu'on a fait un peu fièvre. le tour. Ouais, La Fièvre, le super podcast d'archives, des archives LGBT, pareil. Je crois que c'est de là dont tu as été. Oui, voilà, c'est ça. Dans le podcast d'avant que j'ai enregistré avec Loretta, on a beaucoup parlé du livre Comment devenir lesbienne en 10 leçons de Louise Morel. Ouais, je l'ai lu. Ouais, il est incroyable ce livre. Et en fait, il vient de discussion de La Fièvre. Ok, ah d'accord, je savais pas. Voilà, j'ai retrouvé. Et en fait, La Fièvre n'était pas dispo sur quelques plateformes. Et en fait, quand j'ai tout écouté, j'ai binge-listené. C'est incroyable, c'est trop bien. Non, c'est hyper cool. Pareil, comme je disais, des podcasts sur les expériences de personnes noires. J'aime bien ce podcast Tant que je serai noire, qui parle de maternité ou en rapport avec la maternité, donc ça peut être le non-désir d'enfant en lien avec les personnes noires. J'ai 2-3 podcasts que j'aime beaucoup aussi, où j'ai beaucoup appris sur l'Algérie et les expériences de personnes nord-africaines. Genre là, typiquement, le podcast Allo 213 sur l'Algérie, il est absolument génial. C'est des épisodes thématiques qui peuvent être sur pourquoi telle boisson est emblématique de l'Algérie à d'autres trucs un peu plus politiques sur pourquoi est-ce que telle marche France-Algérie était tendue, bizarrement. Il y a un livre ça parlait des expériences de la guerre d'Algérie, mais racontée par des personnes algériennes qui l'avaient vécue. Donc c'était une démarche de transmission de mémoire de la part des personnes âgées, avant que ces histoires disparaissent. Et du coup, il y a eu un livre que j'ai acheté qui était hyper génial. Et voilà, du coup, le podcast, c'est à la fois, pour moi, vraiment un moyen de m'amuser et aussi d'apprendre des choses. Alors typiquement, du coup, il y a des podcasts que j'écoute le matin en me levant parce que c'est bon enfant, etc. Il y a des podcasts où j'attends d'être un peu plus dedans parce que c'est des sujets un peu plus remuants, un peu plus politiques, où je sais qu'il faut un peu plus que j'ai connecté mes neurones pour écouter. Et tu les écoutes quand, du coup, la plupart du temps ? La plupart du temps, c'est en faisant quelque chose d'autre. Donc, ça peut être juste en me préparant le matin, je le lance pendant que je fais mes trucs dans la cuisine, en me douchant. On a
une enceinte Bluetooth dans la salle d'eau qui est là uniquement pour écouter de la musique ou des podcasts, ou alors en voiture. Quand je suis toute seule en voiture, c'est vraiment très très chouette. Des fois, je suis tellement dedans que je loupe les radars et j'oublie de ralentir, mais c'est pas grave. Trop bien. J'adore. Claire, est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle ? Alors en fait, pour donner un peu de contexte, moi, au moment où j'ai fait cette impression d'action, mais où j'ai réalisé que je faisais partie de la mafia LGBT. J'étais en couple hétéro, avec le même homme avec lequel je suis actuellement. Okay. Et en fait, pour moi, il y a eu 2 trucs un peu déclencheurs. Première chose, c'est que ça faisait déjà quelques années que... alors je me décrivais comme féministe, j'en étais pas encore à militer activement dans des assos ou quoi, mais je m'intéressais beaucoup au sujet. Et du coup, j'avais été amenée à me renseigner sur beaucoup de choses sur Internet. Merci Internet pour m'avoir appris plein de trucs. Et notamment, du coup, tout ce qui est justement réalité des personnes LGBT. Et au bout d'un moment, quand tu commences à te renseigner un peu sur... la réalité des personnes trans, qu'est-ce que c'est la transidentité, etc. Moi, je me suis posé la question parce que j'ai vu beaucoup d'histoires de personnes trans qui se séparent parce que coming out et la personne avec qui elles sont ne peut pas envisager d'être avec une personne d'un autre genre. Et en fait, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passait si mon compagnon ou la personne avec qui j'étais me faisait un coming out transfemme ? Okay. Et en fait, ça me posait question sans mettre vraiment des mots dessus, mais il y avait un peu cette question de la bisexualité qui se posait, parce que moi, j'envisageais pas du tout de me séparer de la personne parce que elle était d'un autre genre. Pour moi, ça restait la même personne. Même si, je suis bien consciente que une transition peut amener une personne à changer des choses chez elle, c'est pas le... voilà, quoi. Et puis, voilà, il y avait déjà ce questionnement un peu latent où je me posais pas la question régulièrement, mais je savais que j'avais un peu ça qui me traînait dans un coin de la tête. Et à l'époque, je militais dans une grande ville, dans une asso féministe où on faisait beaucoup d'actions en non-mixité. Okay. Et il y a eu une réunion de fonctionnement. Le principe, c'est que n'importe qui pouvait venir pour proposer des actions. Nous, on avait la chance d'avoir un local et en fait, on proposait un peu. C'était un peu n'importe qui veut organiser quelque chose chez nous. Tu viens à une réunion de fonctionnement, tu proposes et on discute de qu'est-ce qui est faisable ou non. Okay. Et il y a eu cette personne. Je me souviens encore à peu près à quoi elle ressemblait. Elle avait les cheveux longs bruns bouclés avec un side cut et j'ai passé la soirée à essayer de m'empêcher de la fixer. Et sur le coup, j'ai pas compris. Et puis au bout d'un moment, j'ai tourné ça dans ma tête et je pense que le lendemain, j'avais mis des mots dessus. Puis je me suis dit ok, il y a pas 36 solutions. Tu l'as trouvée fascinante. Il y a pas, c'était pas très hétéro comme comportement, quoi. Donc voilà, je remercie très fort cette personne dont je n'ai absolument pas retenu le prénom parce que je suis très mauvaise pour retenir les prénoms, que je n'ai jamais revu de ma vie. Mais voilà, c'était l'événement déclencheur du coming in. Après, j'ai mis un long moment à réussir à en parler à mon compagnon, mais voilà, c'était ça. Et puis pour la sexualité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est plus en questionnement encore, donc je sais pas si on peut vraiment parler de coming in de fait. Ouais, c'est intéressant de parler de questionnement, déjà c'est cool. Oui. C'est gentil de nous en parler. Mais du coup, ce genre de questions sur si ton conjoint était trans, femme, tu te considérais bi et papan ? Ouais, je me suis posé la question et je pense que le terme bisexuel me parle mieux parce que déjà c'est le premier... c'est le plus répandu, c'est le premier dont j'avais entendu parler. Et clairement, pour moi, la bisexualité, c'est pas... je sais qu'il y a plein de gens qui accusent les personnes bisexuelles d'être binaires et transphobes et ambiphobes parce que... et pour moi, c'est vraiment la bisexualité, c'est mon genre et les autres. Et limite, c'est plus moi et les autres, tu vois. Et en vrai, oui, je pense qu'on peut dire que je suis pansexuelle. Je pense qu'il y a... Le terme bisexuel me colle mieux. Alors déjà, il y a une question très très absurde, c'est que je préfère le drapeau bi. Ah, voilà. Et aussi, il y a la question effectivement de est-ce que l'attirance dépend du genre perçu ou pas de la personne. L'expression de genre, voilà. Et je sais que chez moi, en caricaturant énormément,
Je préfère visuellement, je préfère les femmes qui ont un côté butch et les hommes qui ont les cheveux longs. Mais c'est hyper caricatural et ça n'a rien à voir avec. Je sais que ça peut ne pas faire de sens de parler d'attirance parce que j'ai parlé de la sexualité, etc. Mais il y a quand même une réalité de personnes vers qui je vais avoir plus envie d'aller, même si c'est pas à viser tout de suite. Je peux pas dire que j'ai un jour eu un crush dans ma vie. Voilà, mais ça existe là quand même, quoi. Donc voilà pourquoi bisexualité est plutôt que pansexualité. Mais clairement, moi je mets les deux dans le même. Tu vois, j'ai l'étiquette bi+ pour englober les personnes bisexuelles et pansexuelles et toutes les autres. Trop bien. Ça me va bien, quoi. La semaine dernière, l'événement militant dont je te parlais, il y a une personne qui nous a parlé justement de parce qu'il y avait une asso qui avait affiché tous les drapeaux, beaucoup de drapeaux en tout cas, avec à côté à quelle identité ça correspondait, et qui nous a questionné. On a eu une grosse discussion sur l'utilité des étiquettes. Et effectivement, je considère que les étiquettes sont utiles d'un point de vue personnel et pour mettre des mots sur les choses, mais au bout d'un moment, en fait, les micro-identités, typiquement tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, il y a plein de micro-identités qui tombent sous le parapluie de la sexualité, mais en termes de lutte, c'est pas c'est hyper utile personnellement, mais en termes de lutte, en fait, moi après je vais rentrer dans des trucs théoriques dans lesquels je suis pas hyper familière que ça, mais en vrai, les personnes, que ce soit bisexuelles, pansexuelles ou les autres identités plurisexuelles, matériellement c'est la même chose, quoi. On a assez à faire contre le patriarcat. C'est ça. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi sur l'étiquette personnelle, c'est important. Ah oui, c'est hyper clairement. Et j'irai jamais dire à une personne qui me dit qu'elle est pansexuelle, oui, non, mais de toute façon c'est la même chose que la bisexualité, donc je vais dire que t'es bi. C'est pas, non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'avoue que je suis un peu pas investie au sens je fais des choses, mais je suis un peu pas mal de comptes qui parlent justement de faire communauté pour les personnes bi-pan plus sur internet. Sur internet et dans la vraie vie d'ailleurs, j'habite pas du tout dans ce coin là, mais je suis abonnée à des comptes des assos bi-pan de très loin, juste pour le plaisir de savoir que ça existe. Oui. Mais voilà, le but c'est pas matériellement, au bout d'un moment on se rend compte qu'on a des problématiques communes, parce que c'est bien sûr. C'est pour ça que je suis là aussi, en fait, tu vois. C'est parce que la communauté bi-pan, surtout en couple hétéro, et en fait complètement mise de côté, quoi. Oui. En fait, c'est vraiment pour ça que je suis là, et ça fait du bien. J'avoue que pour ça, sur la question de, alors peut-être, je sais plus si c'est dans les questions après, parce que c'est pas la peine que j'en parle. Non, j'ai pas l'impression. Sur la question de se sentir appartenir à la communauté alors qu'on est en couple hétéro. Au tout début, quand j'ai fait mon coming in, j'ai eu un moment de consommation compulsive de mèmes bisexuels et de TikTok bisexuels sur internet. Parce que déjà, d'une part, je me retrouvais beaucoup dedans. Et en plus, parce que justement, ça me faisait me sentir pas seule et appartenir à quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas facile de la communauté. Il y a un peu cet aspect de je suis en couple hétéro. Je sais que quand j'ai rejoint le groupe local, qui n'était pas encore une asso à l'époque, on organisait juste la Pride, j'ai mis un petit moment avant de parler de mon copain, parce que moi j'ai jamais vécu de biphobie à proprement parler. Non, j'ai jamais vécu de biphobie, point. Mais tu vois des récits sur internet d'assos lesbiennes qui disent que les personnes bi sont des traîtres, etc. Et j'avais vraiment peur de ça, et moi j'étais tellement contente de trouver un groupe dans lequel je me sente bien et où j'avais l'impression de faire des choses, que j'avais très très peur de me sentir rejetée. Et au final, il y a aucun souci, entre temps j'en ai parlé, il y a pas de souci, quoi. Carrément. Mais tu vois, il y a cette angoisse qui était là quand même. Bien sûr. Je sais que c'est assez commun pour les personnes bi en couple hétéro de pas vouloir d'avoir peur de parler de leur compagnon ou de leur compagne s'il y a des mecs bi, parce que tout de suite on voit
pas la personne en entier, mais vraiment juste son couple actuel. Et on se dit, si elle est avec un mec, c'est qu'en fait elle est hétéro, et qu'est-ce qu'elle a à faire là, etc. Et c'est très 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 con, et très 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 dommage. Et c'est dommage, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'en ai besoin. Oui. Ça me fait du bien d'avoir, non seulement sur Internet, et ça me fait tellement plaisir de voir des trucs qui se font sur Internet. C'est génial, et de faire partie d'un groupe. Mon rêve, c'est avec l'asso d'organiser un jour des cercles de parole, pas nécessairement régulièrement, mais juste de temps en temps sur le sujet de la bisexualité. Ça serait hyper chouette. Et ça peut aussi faire penser aux places des alliés. Oui, tu vois. Je pense que déjà, la place des alliés, y a 2 choses qui, moi, me questionnent beaucoup. Ça veut dire, si tu veux pas que les alliés viennent, qu'est-ce que tu fais ? Tu demandes une carte une carte du Wokistan à l'entrée, tu demandes à tout le monde de s'outer au début. Enfin, c'est hyper violent. C'est quelque chose qui me questionnait énormément dans l'asso où j'étais avant, l'asso qui faisait des actions en non-mixité. C'était explicitement dit que c'était non-mixité femme. Ouais, c'est ça. Voilà, le terme était pas le même, mais c'était ça. Sauf que si tu vois quelqu'un qui a un passing hyper masculin à l'entrée, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas demander oui, bonjour, est-ce que vous êtes une femme trans ? Ou est-ce que tu vas le jeter dehors ? Du coup, là, jeter dehors potentiellement. Les espaces en non-mixité sont hyper utiles, mais c'est quelque chose qui me posait déjà question. Peut-être que c'est une personne qui se définit comme elle est actuellement, mais qui derrière est en questionnement. Ou peut-être que le questionnement va arriver. Moi, il y a 5 ans, non, un peu plus maintenant, mais il y a 7 ans, je me considérais comme une alliée, et tu m'aurais dit que 3 ans après, je devenais mon coming out bisexuel, jamais, quoi, tu vois. Parce que le pire, c'est que je m'étais déjà posé la question. Quand j'ai commencé à me renseigner sur ces sujets-là, je me suis dit, est-ce que je serais pas concernée quelque part ? Et sur le coup, j'avais vraiment réfléchi, et je me dis, non, pas vraiment. Ma fascination pour des clips de Rihanna et Beyoncé quand j'étais plus jeune ne m'est pas venue à l'esprit. C'est trop marrant. Enfin, je me vois un peu dans ce que tu racontes aussi, tu vois. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais j'ai été une fervente bénévole au refuge de Montpellier, tu vois. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu fous là ? J'étais une vraie hétéro dans un placard tellement fermé. J'ai un invité qui m'a dit que j'étais dans un placard de Narnia. Enfin, j'adore, tu vois. Enfin, c'est vraiment je t'ai écouté celui-là, je crois. J'ai beaucoup aimé la métaphore. Bisous Arsène. Mais oui, c'était incroyable, quoi. C'est vraiment ça aussi. Et du coup, si tu fermes la porte aux alliés, tu vas où, en fait ? Mais c'est ça. Et en plus, nous, il y a le contexte du fait qu'on est dans un contexte très très rural. Et si on ferme la porte aux alliés, clairement, je suis dans une région où on a un député qui est député FN, RN maintenant, pardon. Tous les ans, pour la Pride, on a des pancartes qui sont arrachées, du jour au lendemain, même parfois. Typiquement, hier, on a été collé des affiches, je ne sais pas si elles y sont encore aujourd'hui. Il y a cette question de la peur qui arrive aussi. C'est ça. S'il y a des alliés qui viennent, mais est-ce que c'est des vrais alliés ou est-ce qu'ils viennent en zoom pour vous faire chier ? On a eu ça. Oui, vous l'avez eu ça ? On s'est posé la question. Non, on n'a jamais eu, mais on s'est posé la question au début, effectivement. Mais il y a aussi la question, effectivement, tu fais des actions uniquement à destination des personnes juste concernées, tu te fermes la porte à toutes les personnes qui sont pas concernées mais qui se posent des questions, qui ont besoin de ressources. Nous, typiquement, un truc qu'on s'est vraiment beaucoup posé pas posé la question, mais c'est notre volonté, c'est d'être ressources. Si jamais il y a des parents qui ont un gosse qui fait un coming out, que ça soit bi ou trans ou gay ou je sais pas quoi, ou autre qui vient et qui, eux, ont besoin de ressources. Nous, on voudrait qu'ils viennent nous voir plutôt que poser plein de questions qui peuvent être hyper mal vécues à leur fils, leur fille, à leur enfant. On aimerait bien être celui ressource. Alors pour l'instant, on est surtout identifié comme ressource par les personnes concernées, j'ai l'impression. Même si, encore une fois, on pose pas la question à n'importe qui vient en permanence de est-ce que tu es la commune, quoi, tu vois. Mais la pédagogie qu'on doit faire ou pas en tant que personne concernée, est-ce qu'on est obligé de faire de la pédagogie ou non ? Moi, je milite pour le non.
en fait, parce que justement, on crée des lieux ressources, on crée une quantité astronomique de ressources et de bibliothèques de ressources qui est hyper importante pour que justement les parents, les cercles proches des personnes ne posent pas la question aux personnes concernées et aillent se renseigner d'elles-mêmes, en fait. C'est hyper important, et je pense très très fort à Laurier The Fox et son livre J'ai un ami trans et ou non-binaire, qu'on a cité 1 million de fois, que j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast aussi. Mais en fait, ce livre, il est ultra précieux. Et on a plein de contenus en ligne aussi qui sont imprimables, téléchargeables, à distribuer. Et voilà, il y a des super sites comme le Wikitrans. À chaque fois qu'on parle de transidentité, je renvoie au Wikitrans. Bien sûr, en fait, tu as des modèles de lettres. Voilà, est-ce que si vous voulez en savoir un peu plus, cliquez là et tu as un modèle de mail à envoyer à tes proches. En fait, c'est ça. ultra important. Oui, c'est important d'avoir des ressources fiables et c'est ce qu'on fait, en fait. Et tu vois, je vais profiter de ce moment-là aussi parce que donc là, actuellement, je suis en déplacement sanitaire pour ma santé et j'ai eu la chance de rencontrer une maman. En fait, et elle me dit mais je comprends pas ce que c'est ton podcast, qu'est-ce que tu fais en clair, et parce que moi je suis concernée, c'est mon fils et tout, et déjà elle a été hyper cool de m'aborder et de me poser la question. Et je lui disais, justement, moi, c'est ce que je fais avec etc., c'est offrir la possibilité que être queer, pour englober toute notre communauté, être queer, ça peut très bien se passer, en fait. On peut avoir des super expériences, des super contacts, des super rencontres, des amitiés incroyables, et on n'est pas obligé de souffrir. Et on peut apprendre à se défendre. En l'occurrence, la question de cette maman, ça va être surtout j'ai peur des autres. Oui, mais c'est classique ça. Ouais, c'est normal. Oui, bien sûr. Parce qu'on veut que le bien pour notre enfant, évidemment. Mais en fait, on est là aussi pour dire ça peut bien se passer. On a beaucoup de ressources pour apprendre à travailler notre rhétorique aussi. Et pour aller dans des lieux safe si on en a besoin, on essaye justement j'essaye et avec l'ensemble des associations dont je fais partie et que je connais, de créer le maximum d'outils pour ressourcer ces personnes qui sont en questionnement, ou les parents ou les alliés. Et j'en profite pour lui faire un gros bisou, je pense qu'elle se reconnaîtra. Bisous à Véronique, Hélène, Fred, Razika, Céline, Yveline et Océane, entre autres. Mais du coup, c'est un moment incroyable que je vis en ce moment, où je m'offre une parenthèse de 3 semaines loin de ma famille et de mes activités associatives de tous les jours. C'est hyper important et c'est ultra riche ce que je vis. Bref. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming out le plus positif ? Pas eu de spécialement coming out négatif. Ok, très bien. Parce que, en fait, j'en ai fait très peu. J'ai un peu la flemme de faire des coming out. Donc je suis plutôt du principe je parle de ces sujets assez régulièrement. Je suis investie dans une asso locale et j'en fais absolument pas secret. Donc typiquement, j'ai jamais fait de coming out à mes parents. Mais j'ose espérer qu'ils s'en doutent depuis le temps, parce que pareil, quand on regarde des films, je ne fais pas question de s'il y a une personne, une femme que je trouve attirante à l'écran, je le dis. Donc je pense que ils sont peut-être pas sûrs, mais ils doivent avoir des soupçons. Mais sinon, en vrai, les quelques coming out que j'ai fait, le premier auquel je pense, c'est ma meilleure amie qui m'a dit « Oh mais en vrai je savais !» parce que je partageais beaucoup de contenu LGBT sur internet déjà et qu'elle s'en doutait. Et du coup, en fait, c'est ma meilleure amie depuis le collège, donc ça fait presque 15 ans. Et c'est un énorme soutien quotidien. Enfin, on est bisexuels tous les deux. Et ça fait partie justement de un peu... j'allais dire ma famille choisie, mais j'ai encore ma famille à moi avec laquelle je m'entends très très bien, tu vois, c'est pas question de ça, mais c'est pas un remplacement, c'est un complément. C'est un complément totalement. Donc voilà. Et puis sinon, mes sœurs qui étaient ah ok. J'ai dû envoyer un message à mes sœurs pour en parler, et je pense que j'ai dû avoir une réponse assez neutre de ce style-là, et ça n'a absolument rien changé, et puis voilà quoi. Cool. C'est hyper cool. Donc voilà, et très peu de coming out, mais
mais mon groupe d'amis proches, pareil, j'ai pas fait de coming out. Parfois, quand j'ai eu un moment où j'avais un peu besoin d'en parler, donc je faisais peut-être des sous-entendus un peu lourds, mais du coup, voilà, ils ont fini par comprendre, et c'est absolument pas un sujet... T'en as pas fait une cérémonie, quoi. Mais voilà, j'en ai pas fait une cérémonie, j'ai pas réuni tout le monde en leur disant j'ai quelque chose à vous annoncer. Ça, c'était déjà suffisamment stressant avec mon copain, donc avec le reste, les autres, non. Okay. Donc voilà, bon, après, l'inconvénient, c'est que comme je suis pas officiellement out, typiquement mes beaux-parents ne sont pas au courant, et quand ils viennent à la maison, des fois, il y a des trucs... des insultes pas folles qui viennent pas du tout à mon encontre, mais ça blesse quand même, quoi. C'est le genre de choses qui me met un peu en colère contre les gens qui disent que oui, mais les bisexuels ils peuvent rester dans le placard, c'est pas grave. Parce qu'il y en a qui le disent. C'est aussi souvent, désolée, je m'égare encore, mais c'est aussi souvent un argument des personnes réfugiées. Quand elles sont bisexuelles, les personnes bisexuelles ont plus de rejets, de demandes d'asile que les personnes trans ou gays ou lesbiennes, parce qu'on leur dit mais vous pouvez rester en couple hétéro, il n'y a pas de souci. Sauf que le placard est pas confortable pour les personnes trans ou pour les personnes monosexuelles. C'est tout aussi violent d'entendre une insulte contre les personnes lesbiennes quand t'es bisexuelle que quand t'es lesbienne, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse ? Alors évidemment, là c'est le classique. Sortez les violons ? Non, pas nécessairement, mais évidemment déjà mon copain. Qui m'accepte comme je suis, même s'il comprend pas toujours tout. Je fais pas spécialement de pédagogie, mais à force, il apprend des choses, à force de m'entendre râler. Et il me fait à manger quand je rentre de réunion pour l'assaut, donc c'est... il me fait à manger tout le temps, et la nourriture, c'est le chemin vers mon cœur. Donc évidemment. Et j'ai déjà parlé de ma meilleure amie, qui est une grosse composante dans ma vie, même si on se parle pas tous les jours. C'est vraiment... mon premier lien vers la communauté qui m'a fait que je me sentais moins seule au début, etc. Et puis je voulais aussi parler de mon ex, parce que c'est un peu particulier. Il se trouve que c'était mon premier amour qui a fait une transition. Et du coup en fait on a renoué après notre séparation. Du coup, quand on était ensemble, c'était avant sa transition. Donc, couple hétéro, tout ce qu'il y a de plus basique, premières expériences ensemble, etc. Et la rupture a été un peu pas violente, mais on avait besoin d'avoir une coupure nette, quoi. Et on a un peu gardé le lien, genre on s'envoyait des messages pour Noël, pour nos anniversaires basiques, quoi. Et puis, il y a 2 ans, on a repris contact. Elle m'a fait son coming out, et du coup c'est très très drôle parce que si j'ai envie je peux faire mon coming out bi parce qu'elle a fait une transition, je peux parler de mon ex, elle a fait ci, mon ex elle a fait ça. C'est trop bien. Sauf que matériellement j'ai jamais été en couple avec une femme, quoi. Je peux pas dire que j'ai été en couple lesbien, c'est pas du tout le cas, quoi. Mais du coup on a fait ce truc très queer de rester amis alors qu'on a été amoureuses avant, et on s'échange beaucoup de livres, et le hasard de la vie a fait qu'elle habite dans la grande ville où est située la boîte pour laquelle je travaille. D'accord. Donc en fait quand je remonte au bureau tous les mois régulièrement, on se fait des restos ensemble et on passe la soirée ensemble, et trop bien. Et c'est hyper chouette. C'est un peu la queerness attendue, mais je trouve que du coup mes 2 plus vieilles relations, que sont ma meilleure amie et mon premier amour, sont tous les 2 de la communauté. C'est trop bien. Je comprends du coup ton questionnement sur si la personne avec qui tu as fait une transition. Non, ça n'a vraiment aucun rapport, parce que on a repris contact après que j'ai fait mon coming in, etc. Donc ça n'avait vraiment absolument aucun rapport, mais c'est très drôle. Effectivement, c'est très très drôle. Mais tu avais eu cette intuition. Pas spécialement, pas spécialement à son propos, non, même pas. Mais oui. Mais c'est pas une question moi, qui me viendrait à l'esprit naturellement. Tu vois, après peut-être que oui. Je me suis jamais posé la question. Et si je sais alors que pas. ça a été le cas, tu vois. Est-ce que c'est peut-être j'ai commencé à me poser la question tout à l'heure, t'as vu mon aimant de transcripteur. Oui. Est-ce que j'ai commencé à me poser la question quand j'ai commencé à lire son récit où lui disait que son compagnon, je crois,
était restée avec lui et que après la transition et que ça avait été une grosse période d'adaptation. C'est peut-être en lisant des récits de personnes trans que justement je me suis posé la question. Mais il y a vraiment, c'est ça qui est drôle, il y a vraiment aucun rapport avec mon ex, mais qui surtout est maintenant. Enfin, je parle pas du tout d'elle en disant mon ex. C'est vraiment juste mon ami et on s'entend hyper bien et trop bien. C'est une relation qui est très très précieuse amicalement parlant quoi. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Alors pour le coup j'ai réfléchi et pas vraiment parce que tout simplement c'est pas un sujet dans lequel je parle explicitement au travail. J'en fais pas secret typiquement. Avant de commencer l'enregistrement, on parlait de tatouage. Et j'ai un tatouage dans le dos où il y a les couleurs du drapeau bisexuel. Et le hasard a fait que je suis allée au bureau peu après que je l'ai fait. Et j'ai des collègues qui savent que j'adore le tatouage, donc qui m'en ont parlé, qui m'ont demandé est-ce que le tatouage avait une signification. Et c'est très drôle parce que c'est une plante avec en fond des traits de pinceau dont les couleurs font le drapeau bisexuel. Et tout le monde se dit est-ce que c'est la plante qui a une signification, est-ce que comme c'est des chardons, est-ce que c'est pour un événement qui a été difficile, Pas du tout, c'est les couleurs. Mais du coup j'en ai parlé aux collègues qui m'en parlaient, mais j'ai pas fait de coming out, je parle pas spécialement de sujets LGBT, donc voilà, non, pas spécialement. Mais il met pas de non-sujet non plus. Non, c'est pas un non-sujet, c'est pas négatif. Exactement, non plus. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Cool. Claire, as-tu un message positif à faire passer? Ça va être surtout un merci. Un merci pour toutes les personnes qui font de la pédagogie, que ça soit en vrai ou dans mon cas surtout en ligne. Parce que j'ai clairement construit mon militantisme grâce à Internet et que c'est du travail gratuit pour lequel j'essaye de rémunérer les personnes quand je peux mettre des sous de côté. Mais juste merci quoi, parce que je ne serais pas la personne que je suis sans toutes ces personnes qui font de la pédagogie ou du partage d'expériences comme ton podcast. Voilà. Merci. Et je suis d'accord avec toi, merci aussi à toutes ces personnes-là. Ouais, carrément. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais du coup, est-ce que tu as une liste de ressources qui soient queer et positives? Donc, alors, effectivement, j'ai des livres à recommander. En vrai, surtout un, parce que si on me lance, je parlerai de 12 000 livres. Moi, je voulais recommander un roman qui n'est pas très connu. J'en entends pas du tout assez parler à mon goût. Ça s'appelle « Les 30 noms de la nuit » de Tsein Joukabar. Alors, je prononce sans doute très très mal le nom. C'est un auteur non-binaire syro-américain. Ok. Le roman, c'est un récit à 2 voix. Donc un chapitre alterné par personnage, qui parle à la fois de quête d'identité sur le prisme du genre, sur le prisme de l'immigration, puisque le roman parle de personnes syriennes émigrées aux États-Unis au siècle dernier. L'histoire est vraiment très très belle. C'est un de mes romans préférés, clairement, voilà. Il y a une histoire d'amour un peu en fond, mais c'est pas nécessairement c'est pas le sujet. C'est pas nécessairement le sujet central en tout cas. Et ouais, ça parle de quête de racines familiales. C'est vraiment génial. J'adore. J'en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs sur Choix-Pitre dont on parlait plus tôt. Très bien, on ira écouter ça. Trop bien. Donc voilà, s'il y a un livre à parler, je ne parlerai que de celui-ci, même si j'en aurais encore plein. Plein d'autres. Non mais là je ne peux pas ne pas te prendre tes recos. C'est pas possible en fait. Vas-y, balance tout. En vrai, ce qui te vient. En essai, j'ai adoré le premier essai de Talma Desta, Désiré à tout prix, qui a été, il faudrait que je le relise en prenant des notes, ça a été une grosse révélation. En roman un peu fantasy, j'ai adoré Iron Widow, qui est de la fantasy féministe avec une héroïne hyper badass d'une autrice qui est chinoise et américaine. Je peux pas passer à côté, c'est trop important. Ouais. Et non, si en vrai, c'est un vieux livre, mais j'adore l'autrice. Une histoire transsexuelle, une autobiographie transsexuelle avec des vampires, de l'urban fantasy, lesbienne et féministe anarchiste. Trop bien. C'est court et ça se lit très très bien. Je lis ça comme je regarderais un blockbuster pour me détendre quand j'ai pas envie de réfléchir. Trop bien.
Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Une personne qui s'appelle Annabelle, qui tient un compte Insta que j'adore. Ouais, elle se décrit elle-même comme une femme métissée, bisexuelle et banlieusarde. Ok. Et sur son Insta, elle parle de santé mentale, de sortie de l'hétérosexualité, d'antiracisme, et c'est tout sur un ton hyper léger. C'est des sujets hyper durs, mais elle a un ton un peu pop que j'adore. Génial, carrément. Et son ad, c'est Diana.Marie avec 2 i. Et elle a fait un podcast d'ailleurs sur les meufs de cité qui s'appelle On est là, qui est hyper chouette. Ça me dit quelque chose. Il y a très peu d'épisodes, mais c'est vraiment hyper chouette. Ok. Et en vrai, j'aimerais trop l'écouter répondre à tes questions aussi. Ok. Je sais pas du tout si elle est dispo ou pas, mais... je vais essayer d'organiser ça, carrément, ça serait trop bien. On parle de personnes métissées et du coup ça me fait penser à ma super invitée, Maon super invitée au Koulani, que j'ai pu interviewer. Et elle me recommandait aussi d'interviewer des personnes racisées. C'est important pour elle. Oui. Et effectivement, on en a pas beaucoup parlé dans son épisode. Et je suis en train justement de contacter les recommandations de Koulani. Donc je suis à la bourre. Je suis très à la bourre. Mais oui, c'est important. C'est important. Parce que pour moi, c'est pas un sujet d'inviter des personnes racisées ou non, des personnes minorisées de genre ou pas. Je recommence ma phrase. Pour moi, c'est pas un sujet d'inviter des personnes racisées ou non, mais effectivement, c'est important que ça le devienne. En fait, tout à fait. C'est ça. Comme on parlait de l'importance de mentionner qu'on est grosse ou qu'on est malade chronique au début, c'est exactement la même chose. Exactement. C'est tout à fait la même chose. Tout à fait. That's it pour cette question. That's it. Ok. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue? Du coup, si on repasse sur l'épisode, merci à la personne que j'ai rencontrée en asso qui m'a permis de réaliser un énorme truc malgré elle sur moi-même. Ouais. Merci à l'inconnu de ton asso. Oui. C'est ça. Trop bien. Trop bien. Elle ne saura jamais à quel point elle a eu un énorme impact sur moi. Tu l'as décrit un peu physiquement, alors peut-être qu'elle va se reconnaître et qu'elle va t'appeler. Ça serait drôle. J'ai pas mentionné c'était dans quelle ville, donc c'est pas dit. Oui, peut-être. Ça serait drôle. Moi, je veux la suite de l'épisode. Je sais pas à quel point te dire merci, Claire. C'est trop bien. Vraiment. Écoute, je suis vraiment hyper contente. Moi aussi, je te dis merci parce que je passe un super bon moment. Pareil, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Grave. Du coup. En fait, je m'organise pour revenir l'année prochaine. Donc du coup, on pourrait se revoir l'année prochaine. Se revoir juste pour le plaisir. Grave. Ça serait chouette. Grave, ce serait trop bien. Merci, à bientôt. Et à une prochaine fois. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.